Donc, dans la sclérodermie systémique, atteinte sévère et les formes diffuses que nous avons là sur la... J'ai un pointeur? Non. Bon. Sur le schéma de gauche, l'idée était de proposer dans ces maladies sévères rapidement évolutives avec une morbimortalité à 5 ans importante, une autre approche thérapeutique se basant sur la thérapie cellulaire de type greffe de souche hématopoïétique. L'historique, si on le reprend, premières observations fin des années 90, avec des premières recommandations de l'EBMT en 97 et des premiers essais de phase 1-2 en France, une dizaine de patients en 2002, Isamer, qui montrait une amélioration de l'atteinte cutanée chez ces formes diffuses rapidement progressives, et une étude européenne avec 26 patients en 2008, non contrôlés initialement, qui émettait ses premiers résultats. À partir des années 2010, le premier grande étude de phase 2 qui était à ce moment-là randomisée, 19 patients au total que je détaillerai un tout petit peu plus loin, américaine, montrant une amélioration sur l'atteinte cutanée et pulmonaire de ces patients. C'était l'étude ASTIS. Puis l'étude européenne qui a amené ses résultats en 2014 avec un peu plus de 150 patients recrutés sur 7 ans, qui a débuté dans la fin des années 2010, au début des années 2010 et qui s'est arrêté en 2014 avec des premiers résultats très encourageants, notamment en morbimortalité, une des premières études de grande envergure dans la sclérodermie sur un critère dur. Et très récemment, l'étude SCOT américaine, avec un protocole de conditionnement un peu différent, qui amène à peu près les mêmes résultats. Et là-dessus, à partir de 2015, dans les différentes sociétés savantes, le LAR, la Société française de greffe de moelle et le PNDS, petit à petit, ce traitement est arrivé dans les recommandations des formes sévères, rapidement progressives, formes jeunes et ou atteintes pulmonaires aggravatives. Donc 2011, essai de Chicago, 10 patients versus 9 patients, protocole d'induction d'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Donc en pratique, on fait une collection de cellules souches périphériques après avoir fait une injection d'endoxan. On fait une intensification thérapeutique qui associe cyclophosphamide et sérum antileucocytaire, qui entraîne une ablation médulaire, et on fait une greffe de cellules souches hématopoïétiques juste après. Ça, c'était comparé à endoxan, 750 mg m² mensuel, 1 an, dans le groupe contrôle. Premiers enseignements, une amélioration de la CVF et une amélioration significative du score de Ronan. L'étude européenne, donc ASTIS, celle où on va s'arrêter un petit peu plus longtemps, 156 sclérodermies, 79 dans le bras autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, 77 dans le bras contrôle, sous endoxan uniquement, 49 patients inclus en France, et une étude, comme vous voyez sur les schémas du haut, avec des inclusions dans la majorité des pays européens. Initialement, les patients ont en moyenne 43 ans. Vous voyez, il y a des atteintes d'organes majeurs, 80% d'atteintes pulmonaires, quelques atteintes cardiaques, un score de Ronan modifié qui est aux alentours de 25 à l'initiation, et une CVF aux alentours de 80%, une DLCO aux alentours de 60%. Les premiers résultats et les premiers enseignements, c'est le score de Ronan. Il perd 20 points dans le bras autogreffe par rapport au bras contrôle, et
Une amélioration de la CVF également, qui s'améliore alors qu'elle régresse dans le bras contrôle, et les paramètres de qualité de vie sont également en amélioration. En termes de décès, il y a 9 décès dans le bras transplantation et 19 dans le bras contrôle. Et en termes de courbe de survie, on est sur cette courbe de survie dans la publication de 2014 du JAMA, où on voit d'abord la survie sans événement avec un croisement de ces courbes, où la procédure a une morbimortalité initiale un peu plus importante que le bras endoxant, mais rapidement ces deux courbes se séparent pour avoir à 9 et 10 ans une différence significative tant en survie sans progression qu'en survie globale de l'autre côté, avec une mortalité per protocole initiale estimée à 10%. Donc premier essai avec une morbimortalité diminuée dans la sclérodermie, mais au prix d'une toxicité per traitement qui est quand même significative. Deuxième essai, l'essai américain publié très récemment, qui va comparer 36 patients dans le bras autogreffe contre 39 patients dans le bras cyclophosphamide. Là, le protocole de conditionnement est différent, à savoir moins d'endoxant, 120 mg/m² au lieu de 200 mg/m² dans le protocole Astis, et par contre une irradiation corps entier qu'il n'y a pas dans le bras Astis, ce qui en fait un protocole qu'on appelle myéloablatif. Vous avez le schéma en haut où irradiation corps entier de 2 à 8 Gray au maximum, 120 mg d'endoxant dans l'induction, et puis après on réinjecte les cellules CD34 positives du patient qu'on a collectées au préalable, versus endoxant avec 750 mg/m² mensuel 12 mois. Les Américains ont eu beaucoup de mal à inclure puisqu'ils avaient prévu 205 patients initialement. Et donc là, vous voyez le flowchart où il y a eu des patients qui n'avaient pas les critères d'inclusion quand ils ont été screenés. Ça arrive, mais surtout, il y a eu des refus de l'assurance maladie américaine ou des différentes mutuelles américaines qui ont refusé que leurs patients rentrent dans cet essai thérapeutique, ce qui a limité le nombre d'inclusions à 75 patients, où après une évaluation de leur review board, ils ont décidé de garder ces 75 patients et de ne pas en inclure plus. Du coup, a posteriori, ils ont changé le critère de jugement principal pour ce critère hiérarchisé, un peu compliqué, qui va comparer chaque patient à tous les autres patients en fonction de la morbidité, de la progression d'organes, de la CVF, des critères de qualité de vie et du rendement. Chaque patient est comparé à l'ensemble individuel de tous les autres patients dans le protocole. Au final, on arrive à, si vous avez la courbe de survie globale, avec en rouge le bras transplantation, en bleu le bras cyclophosphamide, qui sont pratiquement superposables aux courbes d'Astis. Elles se coupent initialement. Ça, c'est la toxicité per traitement, où dans ce protocole, elle descend à 6% par rapport à 10% dans Astis, et la survie de l'autre côté sans événement, où pareil, on a les mêmes types de courbes, où la différence est significative ou tout juste significative, peut-être avec un petit manque de puissance sur le calcul des nombres de sujets nécessaires initiaux qu'ils avaient proposés. Quand on regarde le critère de jugement principal, donc vous avez les deux histogrammes à gauche, où on voit qu'il y a moins de décès dans le groupe transplantation, moins de progression d'organes en rouge dans le groupe transplantation, une moindre aggravation de la CVF et des critères de qualité de vie dans le groupe transplantation, et une amélioration plus importante du score de Ronan dans le groupe transplantation, ce qui est significatif avec les critères statistiques qu'ils ont utilisés. Ces deux autres courbes sont les patients per
traitement. C'était en intention de traiter dans la plaque précédente. Là, c'est per traitement, où on a le même type de courbe sur la survie et sur la survie sans événement. Le bémol de l'étude Scott, c'est les effets indésirables, où il faut faire attention aux effets indésirables cancéreux, où vous voyez que dans le bras transplantation, il y a 2 myélodysplasies, une leucémie aiguë, un cancer de la thyroïde, où il n'y a aucun événement, qu'un seul événement cancéreux dans le groupe cyclophosphamide. Dans Astis, on est à 3% de cancer dans le groupe cyclophosphamide, pas de cancer de l'autre côté, et dans le bras transplantation, dans l'étude de Scott, il y a un signal quand même non négligeable sur le nombre de patients, puisque je vous rappelle, il y a 34 patients, et il y en a 4 qui ont un événement cancéreux sur le suivi de ces patients-là. Donc si on fait un résumé de ces différentes études, les études de phase 3, à l'heure actuelle, étudiant l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques dans les sclérodermies systémiques graves évolutives. On a Astis, qui était l'étude de Chicago, avec une amélioration de la survie, une amélioration de la CVF et du score de Ronan, et une toxicité per protocole à 6%. On a Astis, 75 patients dans le bras transplantation, non myéloablative par rapport à l'irradiation corps entier de Scott dont je vous ai parlé, avec une amélioration de la survie globale, de la survie sans événement, du Ronan et de la CVF, et une toxicité per protocole évaluée à 10%. Le risque de cancer, vous avez avec les croix, 1% versus 9% dans le bras transplantation dans l'étude de Scott. Donc l'étude de Scott, 33 patients, amélioration de la survie et de la survie sans événement, et une toxicité per traitement à 6%. L'étude européenne NISCC, qui va être présentée à l'ASH dans quelques semaines, a repris les cas européens. Donc ça, c'est la cohorte amphiilactive. Ce n'est pas comparé, ce n'est pas une étude comparative. Donc 80 patients traités selon le protocole Astis avec un suivi à 2 ans, montrant des réponses similaires à ce que je vous ai montré sur les essais randomisés jusqu'à présent, un taux de réponse à 83%, des rechutes dans 20% des cas, une progression sans événement à 70%, avec une survie globale à 2 ans de 90%, une amélioration du Ronan que vous avez sur l'histogramme, et là, sur ces 80 patients avec une survie de 2 ans, une toxicité per protocole qui tombe à 6%. Et les enseignements d'Astis et de Scott sont ceux-là. C'est sur le screening des patients, la forme des patients à qui on propose ce type de traitement, et surtout l'évaluation exhaustive de la recherche de contre-indications à ce type de procédure, notamment cardiaque et les patients fumeurs, ce qui amène à proposer des recommandations sur des patients adultes. Alors il y a quelques formes pédiatriques qui ont été discutées, mais c'est anecdotique, avec une sclérodermie récente, avec une aggravation rapidement progressive sur la fibrose cutanée et des organes, inflammatoire, anémie, ou une maladie inférieure à 5 ans, avec un score de Ronan au-dessus de 15, et des atteintes significatives viscérales s'aggravant, que ce soit pulmonaire, rénale ou cardiaque. Et enfin, des atteintes de sclérodermie évaluées à moins de 5 ans, avec un score de Ronan limite, mais en dessous de 14, et qui par contre ont une aggravation respiratoire significative qui peuvent leur permettre de rentrer dans ce type de procédure. Donc ça, c'est les recommandations françaises. Les recommandations de l'EBMT sont les mêmes. Avec du coup une surveillance de ces patients au long cours, mais surtout, vous voyez un bilan exhaustif initial, et notamment un bilan cardiaque très exhaustif, avec échographie IRM, cathétérisme cardiaque avec test de charge, pour screener au maximum les patients qui auraient des contre-indications, puisque ceux qui ont eu de la toxicité per protocole dans ces différents protocoles étaient les patients avec atteinte cardiaque
non mise en évidence sur l'échographie cardiaque seule, les patients qui étaient fumeurs avaient une surmortalité dans ce contexte-là. Ce qui a mené aux recommandations de l'exploration cardiaque de ces patients avant autogreffe, publiées il y a un an avec la collaboration française et américaine, qui explique un certain nombre de ces screenings, avec bien sûr les screenings politiques, mais surtout attention aux manifestations cardiaques, avec une évaluation de l'IRM en plus de l'échographie, du cathétérisme cardiaque droite pour démasquer des HTAP ou des HTAP limites ou des HTAP qui décompenseraient après charge en selle. Enfin, la réflexion est également sur le conditionnement avant cette greffe et des protocoles de conditionnement atténués ont été proposés par les Américains et par les Européens pour les patients un peu plus fragiles, c'est-à-dire avec les critères d'Astis ou de Scott, mais des atteintes infracliniques cardiaques pour lesquelles on pouvait proposer un peu moins d'endoxan en associant cela de la fludarabine, et les équipes françaises et européennes proposent ce type de conditionnement pour ces patients sélectionnés avec des atteintes cardiaques limites qui auraient pu les contre-indiquer selon les protocoles précédents. Une photo de poumon avant-après autogreffe à 6 ans d'évolution. C'est Madame Farge qui m'avait confié ces images. Et enfin, pour vous rappeler qu'au sein de MATEC, il y a une RCP pour discuter de ces cas de thérapie cellulaire dans la sclérodermie et dans les maladies auto-immunes tous les 15 jours, avec un formulaire à remplir, et on discute des critères d'inclusion et de contre-indication de tous ces malades 2 fois par semaine pour essayer de leur proposer les thérapeutiques les plus adaptées et les plus uniformes. Donc, en résumé, une thérapeutique à envisager devant des formes récentes, rapidement progressives, avec une fibrose galopante. Il y a différents conditionnements qui peuvent être proposés en fonction des atteintes d'organes, notamment cardiaques. Il est indispensable d'avoir un screening exhaustif de ces patients, notamment au niveau cardiaque, et qu'ils aient arrêté de fumer, ce qui étaient les critères de morbidité ou mortalité retrouvés dans Astis. S'associer à un centre d'hématologie accrédité et entraîné à ces procédures, et du coup mettre en place un tandem interniste ou rhumatologue et hématologue pour mener à bien ce type de procédure dans les centres qui ont ces patients à prendre en charge. Je vous remercie de votre attention.